Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui nous touche vraiment tous. Comment l'intelligence artificielle est en train de redessiner complètement notre économie, notre société et même, vous allez le voir, nos réseaux électriques. Voilà le programme. On va commencer par l'énorme basculement économique en cours. Puis, on verra comment ça crée une sorte de fracture entre les gens. Ensuite, on parlera du coup bien réel, bien physique de cette technologie. On verra aussi que même au sein de la révolution de l'IA, tout le monde n'est pas d'accord. Et on terminera sur une question plus personnelle sur le choix que tout ça nous impose. Allez, on plonge directement dedans. Ce chiffre 0,001%, il représente quoi? Eh bien, c'est la toute petite fraction de la population mondiale, jusque quelques centaines de milliers de personnes, qui détient aujourd'hui 10% de toute la richesse du monde. C'est ça le point de départ de cette nouvelle économie de l'IA. Et voilà ce que ça donne visuellement. C'est fascinant. À gauche, on a l'économie d'hier. Une pyramide bien stable, avec des échelons à gravir. On pouvait commencer en bas et monter. À droite, c'est l'économie de l'IA. La pyramide est complètement retournée. Toute la valeur, ou presque, est aspirée vers le haut, concentrée dans les mains de quelques géants de la tech, qui en plus n'emploient pas tant de monde que ça par rapport à leur poids économique. Et tout qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardez ça. La valeur d'une seule entreprise, Nvidia, est maintenant plus grande que toute la richesse produite en un an par un pays comme l'Allemagne ou le Japon. C'est une concentration de richesse qu'on n'a littéralement jamais vue dans l'histoire. Alors maintenant qu'on a posé ce décor économique un peu fou, on va regarder l'impact humain, l'impact direct sur les gens. Comment est-ce que ça se traduit dans nos vies, dans nos carrières? Cette citation de l'ancien patron de Google Taïwan, elle tape en plein dans le mille. L'idée, ce n'est pas que l'IA remplace tout le monde. Non, c'est qu'elle démultiplie les capacités d'un tout petit groupe de personnes. Elle crée une sorte de nouvelle catégorie d'individus, des surhumains. Alors, où est la limite de cette IA aujourd'hui? C'est simple. D'un côté, elle est imbattable sur la connaissance livresque. C'est comme si elle avait lu toutes les bibliothèques du monde en une fraction de seconde. Mais de l'autre, eh bien, elle n'a aucune expérience physique, aucune intuition du monde réel. Elle ne sait pas ce que c'est que de se brûler en touchant un tuyau chaud. Elle n'a pas le bon sens d'un enfant de 2 ans. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est qui est le plus menacé? En fait, ce sont les jeunes qui démarrent dans les métiers du savoir. Les jeunes avocats, les comptables, les codeurs. Pourquoi? Parce que leur valeur ajoutée vient des livres, de ce qu'ils ont appris à l'école. Et ça, c'est précisément ce que l'IA fait mieux que n'importe qui. À l'inverse, un artisan expert, dont le savoir est dans ses mains, est beaucoup moins en danger. Et c'est ça le vrai danger à long terme. C'est pas juste une histoire d'emplois qui disparaissent, c'est que l'IA supprime le terrain d'entraînement. Avant, une entreprise embauchait des juniors pour les former. Aujourd'hui, elle peut mettre un seul expert senior avec une IA surpuissante et faire le travail de 10 personnes. L'échelle pour apprendre le métier est en train de disparaître sous nos yeux. Ok, on a parlé de l'impact sur la société, maintenant on va aborder un aspect beaucoup plus concret, beaucoup plus physique. C'est la pression incroyable que l'IA met sur nos infrastructures les plus basiques. Et la personne qui le dit le mieux, c'est le PDG de Nvidia lui-même, l'homme au centre du réacteur. Son plus grand souci, ce n'est pas un concurrent ou un problème technique, non. C'est de savoir s'il y aura assez de jus, assez d'électricité pour alimenter sa révolution. 2 500 000. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre de foyers dont la consommation électrique équivaut à celle d'un seul, unique centre de données d'IA moderne. On parle de la consommation d'une très grande ville pour un seul bâtiment. On n'y pense jamais, mais l'électricité a une qualité. Une bonne électricité, une électricité propre, ça ressemble à ça. Une belle vague, une onde sinusoïdale parfaite, bien lisse, bien stable. Le problème, c'est que la consommation massive et hyper irrégulière des data centers d'IA déforme complètement cette belle onde. Ça la rend sale, bruitée. C'est ce qu'on appelle la distorsion harmonique. Et ça a des conséquences très concrètes. Votre frigo se met à vibrer, il fait plus de bruit et il tombe en panne plus vite. Et le risque va bien au-delà de nos frigos. Ce tableau, il montre un scénario catastrophe qui est en fait très plausible. Imaginez, il y a un petit pépin sur le réseau électrique. Par sécurité, tous les data centers, en même temps, basculent sur leur générateur de secours. D'un coup, la demande sur le réseau s'effondre. Ça fait grimper la fréquence du courant en flash. Et si ça monte trop haut, les sécurités s'enclenchent en cascade et blackout. Toute une région se retrouve dans le noir. Face à ces défis gigantesques, une question super intéressante commence à émerger, au cœur même de la Silicon Valley. Et si la voie qu'on suit actuellement, celle qui consomme des villes entières d'électricité, n'était tout simplement pas la bonne pour arriver à une vraie intelligence artificielle? Cette phrase, elle est explosive. Et elle ne vient pas de n'importe qui. C'est Yann LeCun qui la prononce, l'un des parrains de l'IA moderne, un des pères fondateurs du deep learning. En gros, il dit que la technologie star du moment, les LLM, est une fausse piste. Mais c'est quoi un LLM au juste? Eh bien, c'est le moteur de systèmes comme ChatGPT. En très simple, c'est un système qui a été entraîné à deviner le prochain mot dans une phrase.
Pour ses critiques, comme Lequesne, c'est juste un perroquet incroyablement sophistiqué. Il peut imiter le langage humain à la perfection, mais il ne comprend absolument rien au monde réel. Pour Lequesne, c'est une impasse. Il appelle ça une bretelle de sortie. C'est comme si on avait quitté l'autoroute qui mène à la véritable intelligence artificielle générale, cette fameuse AGI, pour prendre une petite route de campagne qui ne mène nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il manque à ces systèmes des choses essentielles. Le raisonnement, la capacité de planifier et surtout la compréhension de la cause et de l'effet. Alors, c'est quoi l'alternative ? C'est une approche radicalement différente, baptisée VGPA. L'idée, c'est d'imiter la façon dont un bébé apprend. Au lieu de lire des textes, cette IA regarde des vidéos. Elle observe le monde. À partir de là, elle construit son propre modèle de comment les choses fonctionnent, les lois de la physique, etc. Ensuite, elle apprend à prédire ce qui va se passer, et seulement à la fin, elle peut commencer à planifier des actions. C'est une intelligence qui vient du monde, pas des mots. Bon, après tout ce grand tour d'horizon, l'économie, la société, la technologie, les débats, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement au niveau individuel ? Face à cette nouvelle donne, quel choix a-t-on ? J'adore cette analogie de la télécommande. C'est tellement parlant. Pour nous faire consommer, pour nous faire dépenser notre argent, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible. La télécommande avec 2 boutons. Mais pour créer de la valeur, pour gagner de l'argent, c'est exactement l'inverse. Il faut accepter la complexité. Il faut être celui qui sait se servir de la télécommande avec 50 boutons, celui qui n'a pas peur du cockpit d'avion. Alors, la règle du jeu, elle est simple et un peu brutale. Si on n'a ni le capital de départ, ni le réseau, le seul avantage compétitif qui reste, c'est la discipline personnelle. C'est la volonté d'apprendre un peu plus que les autres, de travailler un peu plus dur que ceux qui se contentent du confort. Et on termine sur cette image, sur cette question. Le thon, c'est un animal fascinant. Il est obligé de nager en permanence. S'il s'arrête, il ne peut plus respirer, il meurt. Le mouvement, c'est sa vie. Alors à l'ère de cette pyramide inversée, le choix est là. Est-ce qu'on adopte cette mentalité du thon, ce mouvement perpétuel d'apprentissage et d'effort, ou est-ce qu'on choisit le confort du canapé ? La décision appartient à chacun.